C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors, 3 hommes au cœur de l'actualité, 3 hommes qui ne veulent pas plier, même si une forme de concession leur est imposée. En France, Édouard Philippe reste absolument inflexible pour l'instant sur la réforme budgétaire des retraites avec le fameux âge pivot, mais il saisit la main tendue de la CFDT qui propose une conférence au long cours sur les finances du système, alors que la mobilisation est encore là aujourd'hui. On le verra. Aux États-Unis, eh bien, Donald Trump, lui, joue les impérators face à l'Iran. Il menace. Ses missiles sont gros, puissants, mortels et rapides. Et pourtant, on voit bien qu'il joue l'apaisement. Le troisième est au Liban, c'est Carlos Ghosn. Il a fui le Japon et refuse, dit-il, une justice inique, mais il est prêt à affronter une justice équitable. Voilà, on parle de tous ces sujets, de ces 3 hommes qui font un peu l'actualité avec nos invités sur ce plateau. Bonsoir Virginie Leguet, vous êtes journaliste. Bonsoir. À Paris Match, bonsoir d'être là. Merci d'être là. Bonsoir d'être là. Oui, merci d'être là. Si je parlais français, ce serait mieux. Laetitia Krupa, bonsoir. Vous êtes journaliste de communication. Merci de votre présence. Et Jean Garrigue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien et prof à l'Université d'Orléans. Donc, 4e jour de mobilisation aujourd'hui en France avec des manifestations. 600 000 personnes dans toute la France, ce qui est pas mal, ce qui est beaucoup moins, 200 000 de moins que le 5 décembre, qui était la grosse mobilisation, mais un peu plus que la dernière, qui avait un peu faibli. Je vous propose d'écouter Philippe Martinez, le patron de la CGT. On veut améliorer le système actuel. C'est 2 projets qui s'opposent. On n'est pas contre tout. On est contre un projet de réforme, mais on a fait des propositions. Il n'y a rien de nouveau sur la pénibilité. Est-ce que le gouvernement réintègre les 4 critères, notamment les vibrations, le bruit, les charges lourdes, etc. On dit on veut discuter de tout, mais alors, dès qu'on commence à aborder un sujet, ah non, pas ça. Bon, là, voilà, on sait que la CGT, de toute façon, ne veut entendre parler de rien au niveau de cette réforme. En tout cas, Jean-Marie, quel débouché pour ce syndicat, ce débouché à ce stade qui, en tout cas, aucun débouché n'aura lieu avec eux. C'est vrai qu'il y a d'une certaine façon, ça aurait pu être projet contre projet, parce que d'un côté, il y a une défense du statu quo, c'est la CGT, Force ouvrière, du système existant, qui a des mérites qui ne lui sont pas reconnus officiellement, mais qui existent et qui sont puissants. Et puis de l'autre, il y a ceux qui veulent amender le système. La CGT s'est un peu enfermée, en effet, dans une position jusqu'au boutiste dont on ne voit pas le débouché. Parce que politiquement, le gouvernement a les moyens de faire voter sa réforme. Et probablement, c'est ce qui va se passer. Et donc la CGT risque de se retrouver ayant protesté et étant renvoyée à un rôle strictement et purement protestataire. Oui. Alors que la CGT, dans les années récentes, avait plutôt pris une évolution un peu plus réformiste, notamment avec Bernard Thibault. Et puis, il y a la bataille avec la CFDT, dont il faut rappeler que la ligne réformiste lui a permis de devenir le premier syndicat en France. Et il faut rappeler aussi que la CFDT est l'auteur d'un projet de réforme par points, puisque c'est la CFDT la première qui a porté cette idée et qui voudrait évidemment la voir réussir, hormis, sans être polluée, entre guillemets, par l'histoire de l'équilibre financier qui est plus conjoncturel. Alors, on a tous compris, puisqu'on se rabâche quand même depuis maintenant un mois, que c'est ce fameux âge pivot qui est en fait l'équilibre du système. Donc, que ce soit âge pivot ou ce qui risque de se passer, c'est de toute façon, il y aura peut-être des mesures d'équilibre et cet âge pivot sera déguisé en augmentant peut-être la réforme Touraine. On va voir ce qui va se passer. Mais mesdames peut-être et Jean, la CFDT, elle est arc-boutée, je le disais, sur cet âge pivot. Qui tend la main à qui? Comment on sort de cet embrouillamini? Forcément, un compromis, c'est que chacun recule un petit peu. Donc, même si le gouvernement recule sur cet âge pivot, la droite pourra s'exciter en disant elle recule. Ce qui compte, dans le fond, c'est qu'il y ait des mesures d'équilibre qui soient faites. Non, je sais pas. Tout l'enjeu, me semble-t-il, des jours que nous vivons en ce moment, où chacun a l'air d'être campé sur sa position, c'est de savoir comment l'un et l'autre vont sortir de ce conflit la tête haute. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe pourra dire « l'âge pivot est maintenu ».
facialement, puis il passera sous silence la façon dont il aura été aménagé dans certaines professions ou déguisé avec d'autres mots, et Laurent Berger pourra dire il a été enlevé. Et nous en discuterons lors de la conférence des financeurs. Et il est tout à fait surprenant de voir que l'exécutif est quasiment prêt à découpler la réforme de son financement. C'est-à-dire qu'elle est prête moralement, politiquement, j'allais dire presque vis-à-vis des générations futures, à présenter une réforme dont elle n'assurera pas parallèlement le financement. Elle présentera une réforme dont le texte est déjà devant le Conseil d'État et qui devra arriver devant le Conseil des ministres le 24 janvier. Pardonnez-moi. Dans cette loi, qui sera une loi cadre, il y aura probablement une mention, ou je ne sais pas sous quelle forme elle apparaîtra finalement, de l'âge pivot, qui ne sera plus tout à fait ça, mais enfin bon, malgré tout, la mention sera suffisamment vague pour qu'elle soit maintenue, mais elle sera vague. Mais il est possible que parallèlement à ce texte, à ces vagues, il y ait une conférence des financeurs qui décidera pendant de longues semaines, et ça reviendra aux syndicats, la façon dont cette réforme sera financée. C'est tout à fait surprenant comme décision politique. Alors, Jean et Laetitia. C'est surprenant, pourquoi, pardon, hein, mais c'est surprenant d'annoncer une réforme et de ne pas la financer, surtout pour quelqu'un... Parce que ça fait 2 ans qu'il y a des discussions. Surtout pour un exécutif qui avait promis de s'engager sur une voie saine, et puis comment lancer une réforme qui va avoir ce coup-là, parce que toutes les exceptions qui ont été accordées aux professions... Ça fait quand même 2 ans, donc je répète, Attends, j'en termine. Oui. Comment lancer une réforme qui va avoir ce coup-là, qui probablement n'a pas été le coup prévu au départ, et dont on n'assure pas le financement parallèlement, et dont on laisse aux syndicats qui, n'ont pas les mêmes impératifs, le soin d'ajuster quelque chose que l'exécutif n'aura pas pu faire. Oui, mais enfin, c'est surprenant d'en arriver à ce point-là au bout de 2 ans. Enfin, excusez-moi, mais oui, c'est effectivement surprenant de ne pas arriver à un compromis avant de présenter cette loi le 24 janvier et d'être arc-bouté sur cet âge pivot qui, je vous le rappelle, n'était plus si fondamental que ça, puisque Emmanuel Macron nous avait dit à la fin de l'été qu'il n'y en aurait pas, qu'on s'en passerait. Donc c'est normal, on a crispé la CFDT qui pouvait être un des seuls, côté exécutif, un des seuls syndicats qui pouvait être en soutien de cette réforme. Et maintenant, on s'en étonne. Vous avez écouté le Premier ministre sur RTL cette semaine. Il n'a rien dit. Il nous dit juste, je vais aller jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive. Non, il dit quand même que c'est une bonne idée, cette conférence. Oui, heureusement. Non, mais heureusement. Il aurait pu dire, mais c'est la langue de bois incarnée, Édouard Philippe. C'est une bonne idée. Alors, il a dit c'est une bonne idée, et je comprends effectivement tous ces Franciliens qui galèrent. Merci. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est ? C'est ça la volonté politique ? Jean. Oui, cette crise, elle est, à mon sens, le condensé des ambiguïtés et des contradictions de ce qu'on appelle la Macronie. On voit très bien qu'à l'origine, vous avez un projet, je dirais, presque de nature intellectuelle, défendu d'ailleurs, et notamment promu par la CFDT, qui est un projet de système universel par points, qui a sa justification intellectuelle, presque scientifique, qui peut amener de la solidarité, qui peut amener de la clarté et peut-être plus d'équité. D'ailleurs, les Français, la plupart des Français sont favorables à la suppression des régimes spéciaux, par exemple. Mais de l'autre côté, vous avez, vient se percuter à ce système-là une logique budgétaire qui vient de l'aile droite de la Macronie, très clairement, à laquelle Édouard Philippe imagine, et sans doute a-t-il raison, que l'électorat qui a rejoint Emmanuel Macron et qui aujourd'hui constitue sans doute les plus gros bataillons de la Macronie est très attaché. Et donc, on joue sans arrêt entre ces deux contingences. D'une part, la fibre sociale de Macron et de son origine, de là d'où il vient, qu'il ne faut pas mettre de côté. Et puis de l'autre côté, cette logique-là. Et ça se retrouve sur le terrain politique. Je veux dire par là que d'un côté, il y aurait une aspiration à tendre la main enfin à Laurent Berger. Et à long terme, ça me semble très important, parce que c'est la seule manière de faire évoluer le syndicalisme français, qui, comme vous le disiez, allait plutôt dans le sens du réformisme, ce serait de mettre en valeur justement ce syndicalisme qu'incarne Laurent Berger. Mais de l'autre côté, il y a l'idée de se dire que, attention, on a un électorat de droite ou de centre-droit qui est sensible à la fermeté, d'abord. Et il y a un autre électorat sensible à la discussion avec les sensible aussi à ce dont parlait Virginie, c'est-à-dire le financement, l'aspect financier de la réforme. Mais il y a aussi la notion de ceux qui sont sensibles dans l'électorat
à la social-démocratie, c'est-à-dire à dialoguer avec tout à les fait. syndicats. Et on est en permanence dans cette oscillation. Absolument. Comme quoi, le en même temps, c'est C'est facile pour difficile. gagner une élection, c'est difficile pour C'est gouverner. difficile. Non, c'est pas possible dans le cas présent. C'est impossible. Enfin, au milieu de impossible. tout ça, il y a quand même l'opinion publique. C'est-à-dire Oui, que alors, quand on Sauf que essaye de l'opinion- fédérer... L'opinion, pour le moment, c'est en effet le seul. On va regarder. Est-ce que l'opinion a choisi Sauf qu'elle a Quel camp choisi, Je pense- l'opinion, elle a choisi d'être en soutien, et en même temps, elle veut que le mouvement s'arrête. Voilà. Alors, Et un regardez les soutien chiffres. qui est On est un aussi Français dans la sur même deux, à ambiguïté. 50%. On regarde Et l'opinion- le dernier sondage Odoxa Densu Consulting. Donc 61% des Français estiment que la mobilisation est justifiée, mais 57% contre 42 souhaitent que la grève bien sûr. s'arrête. Donc une fois de plus, on est dans le French Paradox. Or, Tout à fait. celui Mais qui c'est gouverne important normalement... parce que quand on écoute Philippe Martinez, il invoque énormément le soutien de l'opinion Évidemment. pour justifier que le mouvement C'est le continue. seul argument Cela que dit, les ce qui est grévistes aient intéressant pour depuis le début. prolonger la réflexion qui vient d'être faite, c'est qu'il y a une totémisation, c'est totem contre totem. Ouais. Oui. Parce que C'est ça. pour Laurent Berger, l'âge pivot, le refus de l'âge pivot, c'est évidemment la seule façon qu'il ait de ne pas être complètement la roue de secours du gouvernement. Ce qui est quand même une de ses préoccupations, parce qu'en effet, l'idée originelle vient de la CFDT. Et pour Édouard Philippe, c'est un totem égal, c'est un totem d'appartenance à la droite et de conforter l'électorat de la droite. Et donc, entre les Oui, deux, est-ce que- ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Emmanuel Macron. Mais oui, mais Et c'est- donc voilà. Emmanuel Macron a donné une injonction au Premier ministre. Quand il lui a dit compromis rapide, Oui. il lui a demandé de passer un accord avec la CFDT. Oui, Tout le bien monde évidemment. a compris cela. Mais Et on en a même bien temps, le compris- Premier oui. ministre résiste parce qu'en effet, c'est devenu son totem. Et donc la façon dont les choses vont être tranchées va être non seulement intéressante sur l'avenir du pays, bien sûr, et du système de retraite, mais aussi dans le jeu entre président sûr. et Premier ministre, Bien qui sûr. pour la première fois a montré une forme de dissociation. Mais Une quand forme même de d'entente. Oui, mais de dissociation quand même, parce que c'est écoutez, Oui, le enfin, des Premier ministre- dissociations le président dans le dans ses couple vœux, exécutif, il y en a eu, le hein. président Mais- dans ses vœux aurait pu dire j'ai toute confiance dans le gouvernement pour trouver les bonnes solutions. Il n'a pas dit ça, il a dit Oui, je oui, demande c'est un une compromis injonction. rapide, c'est-à-dire je vous demande de passer un accord tout de Oui, suite oui. avec la Et CFDT. en coulisses, Donc c'est et en un des coulisses. aspects, c'est un des aspects Très court. du débat. Parce qu'après, on va passer à Trump. Il laisse aussi ses troupes, notamment Richard Ferrand, faire entendre une petite musique un petit peu différente Ouais. de celle d'Édouard Oui, Philippe, sur le notamment fameux malus. Bah, ça, c'est le dialogue avec la bonus-malus. CFDT. Et une grande partie des parlementaires, des députés de La République En Marche, une partie qu'on ne peut pas évaluer encore aujourd'hui, mais qui prend ses distances aussi avec la position du Premier ministre. Là encore, on est dans les ambiguïtés, les contradictions d'une majorité composite comme celle de La République En Marche. Cependant, cet âge pivot, vous êtes d'accord, c'est vrai que c'est un totem, mais ce qui compte, c'est l'équilibre financier âge pivot ou pas âge pivot. oui, mais on ne peut pas mélanger les choses. Bah, c'est- Mais l'âge non, pivot, mais c'est non, une non, question. non, Bah, non. s'il y a un Non, d'abord- compromis et qu'il n'y a pas d'âge pivot, il y aura Attendez, quand même d'abord- un équilibre financier. D'abord, qui on doit peut être être. trouvé, Jean-Marie. D'abord, il faut prendre avec des pincettes le fameux rapport du corps qui, au mois de mai, nous dit le système Il est s'est à trompé, l'équilibre, ouais. et quelques jours plus tard, nous dit Non, ah non, quelques jours en c'est- novembre. Oui, ouais, d'accord, mais enfin, Non, non, mais chacun oui. sait bien que les rapports du corps sont à disposition du gouvernement, d'une certaine Oui. façon. Donc bon. Et par ailleurs, quand on a l'ambition de refonder le système, c'est-à-dire de rompre Oui. avec un système qui a fait ses preuves depuis la libération, eh bien, on ne le mélange pas avec des impératifs financiers, puisque ça c'est venu se rajouter. Et rappelez-vous, le premier réflexe du président de la République, quand est sortie cette idée d'âge pivot, ça a été de dire « je préfère l'allongement de la durée des cotisations Ah ben oui. Et il eût été plus sage pour le gouvernement d'appliquer la loi Touraine, Oui. car il y a une loi C'est ce Touraine... qui risque de Car il y a une arriver, loi Jean-Marie, c'est ce qui Touraine, va se passer. pardon, c'était la présidence Hollande, qui garantit l'équilibre du Ah oui. système en faisant glisser la durée de, Bah, c'est ce que de- Macron de avait laissé cotisation. entendre fin août. Donc il n'avait pas, et le fait de mélanger les choses, c'est ce qui a provoqué ou interdit l'accord avec Oui, la parce CFDT. que- Donc c'est oui. un choix politique. Et moi, plus les choses avancent, dans un premier temps, on a vu que les choses se complexifiaient et que même le gouvernement se perdait dans les sables parce que ça devenait un peu incompréhensible. Mais plus les choses avancent, plus ça devient une bataille idéologique. Et je rajouterais, plus les choses avancent, plus la situation se crispe, et plus Laurent Berger se montre ferme. C'est-à-dire que Oui. il sent l'exécutif devenir si faible que lui-même pousse son avantage. Et j'ajouterais une dernière petite chose, les bases
des centrales syndicales sont beaucoup plus radicales que le sont et M. Martinez et M. Berger. Donc Laurent Berger est d'autant plus ferme que sa base derrière lui dit si tu cèdes à n'importe quel prix, là tu verras, ça va chauffer. Et plus ça avance, plus il se murmure en coulisses qu'Emmanuel Macron lâche son Premier ministre et se désolidarise. Voilà, ça c'est ce qui se murmure, encore une fois. C'est la logique de la 5e. Voilà, donc on verra bien jusqu'à quand Édouard Philippe sera là. Jacques Chirac avait, on verra. avait un peu laissé tomber Juppé Mais en il est race campagne en étrangement 95. silencieux quand même, cet Emmanuel Macron qui avait dans sa campagne cette réforme des retraites. Pourtant. Il parle très peu, moi je trouve. Mais les vœux vont on est dans l'essence de la 5e. Oui, c'est le Premier ministre. Le gisement bas de COP. On verra. On verra. Mais alors, ça va être plus compliqué que ça, je pense. On verra. Je voudrais qu'on parle de Donald Trump qui, hier, a mis en scène sa dramaturgie, scénographie étonnante hier à la Maison-Blanche. Vous allez le voir. Regardez. Donc, Trump, tel impérator, un empereur romain, donc arrive. Voilà, la porte s'ouvre, regardez. Déjà ensoleillé, il arrive. Colosse, et on va écouter ce qu'il dit. Voilà. As long as I'm president of the United States, aussi longtemps que je serai président, l'Iran n'aura jamais la bombe nucléaire. Voilà. Il dit bonjour. Donc il dit cette phrase avant de dire bonjour. Entouré de tout l'état-major militaire. Donc là, Laetitia, on voit pour le coup que la com est extrêmement importante. Mais à la fois en Iran et aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que aux États-Unis, les Iraniens qui ont bombardé ont dit qu'il y a eu plus de 80 morts. Les États-Unis disent non, c'est pas vrai. En gros, je te donne un coup de poing, je te donne un coup de pied. Mais on voit bien que les uns et les autres sont dans la désescalade parce que personne, dans le fond, est sur une voie périlleuse et que la guerre serait la chose la plus bien sûr, tant mieux qu'on se cantonne à une guerre de communication. C'est plutôt une bonne nouvelle. Après, je crois que les publics occidentaux sont plus vraiment dupes de ces mises en scène, à la fois du côté iranien, avec des images très fortes, 10 à 15 millions de personnes, c'était vraiment impressionnant, ces images autour du cercueil du général, avec aussi la télévision publique iranienne qui prétend qu'effectivement 80 soldats américains ont été tués lors de ces frappes. Il y a eu des mots, il y a eu des images très fortes, et du côté de Trump, on commence à avoir l'habitude. Je vous rappelle que c'est un grand entrepreneur et aussi un homme de télé, avant d'être un président des États-Unis, qui est un homme de télé qui avait une émission qui était vraiment suivie, une des meilleures audiences des États-Unis pendant 14 saisons. Donc bien sûr qu'il maîtrise cette scénographie au millimètre. Et là, annoncer l'Iran ne sera jamais autorisé tant que je serai président d'avoir la bombe nucléaire et de dire bonjour ensuite. Voilà. Et je vous rappelle quand même qu'il tweete. Il tweet, son arme secrète de communication de Donald Trump. Moi, je suis toujours abasourdi. Il dit qu'il a acheté 2000 milliards de matériel militaire. Et alors, juste après les frappes iraniennes, en Irak, son tweet, c'était « So far, so good ». Oui. Voilà, jusqu'ici, tout va bien. Enfin, je veux dire, le Trump, en fait, on commence à s'habituer. Moi, j'arrive pas à m'habituer à cet ovni politique. Voilà. Mais c'est cette façon d'effectivement... Je crois qu'il va falloir s'y habituer pendant un nouveau mandat, parce que c'est ça qui prépare Trump, c'est sa réélection. Et quand il agit comme il agit, c'est-à-dire quand il va très loin, en faisant attention malgré tout de ne pas aller trop loin, et on voit bien que l'Iran d'ailleurs a mesuré ça, et elle aussi a fait attention à ne pas aller trop loin, il s'adresse à son électorat qui applaudit les deux mains. Et je rappelle que juste après l'assassinat du général Soleimani, Trump a répondu par un tweet dans lequel apparaissait le seul drapeau américain. Donc c'est l'Amérique qui, les Américains ont toujours considéré que l'Iran était l'ennemi. C'est l'Amérique qui se défend et qui défend ses intérêts, et surtout c'est l'Amérique de Trump qui se solidifie derrière lui et qui va le réélire dans quelques semaines. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que il a fait un énorme cadeau aux mollahs, aux dirigeants de la République islamique, parce que voilà. Plus personne n'en parle, mais on sort quand même d'une période où il y a eu, d'après ce qui est dit, 1000 à 1500 morts iraniens victimes des forces de l'ordre locales parce qu'il y avait un immense mouvement de protestation en Iran. Et voilà que, grâce à Donald Trump, les mollahs peuvent ressouder tout le monde dans le culte du martyr, du héros, etc. C'est une contre-stratégie hallucinante de la part de quelqu'un qui prétend
combattre le régime iranien. C'est hallucinant, ça veut dire qu'il se contrefiche des conséquences stratégiques ou géopolitiques de ce qu'il fait. En revanche, comme l'a dit Virginie, il est très largement préoccupé de sa réélection. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une sorte de règle non écrite, mais toujours vérifiée. On ne destitue pas un chef de guerre. Donc quand vous êtes dans un mouvement de guerre, ça a été le cas pour George Bush, vous ne risquez pas d'être destitué. Donc il appuie beaucoup là-dessus, en effet. Mais c'est quand même assez hallucinant ce qui se passe, parce qu'il faut remonter à l'origine. L'origine, c'est quand même 2015, l'obsession de Trump de faire de l'anti-Obama, l'obsession de défaire ce qu'Obama a fait. Les États-Unis, les Européens et d'autres, la Russie et la Chine, se sont échinés à obtenir un accord nucléaire qui permettait de contrôler l'avancée de l'Iran vers l'arme nucléaire et précisément qui permettait de l'en empêcher, qu'il a déchiré. Et du jour où il a déchiré cet accord, les choses se sont dégradées et continueront de se dégrader dans une situation pour dont on dit bien sûr l'Iran ne cherche pas à escalader et ainsi de suite, mais il n'empêche qu'on est quand même dans une zone de plus en plus dangereuse et qu'à un moment ou un autre, un dérapage quelconque, tout peut arriver. Justement, et est-ce que ce que dit Jean-Marie, bien sûr, tout prend sa source dans lorsque Trump déchire cet accord nucléaire pour asphyxier économiquement l'Iran et remettre des sanctions financières. Il attaque aussi par ce biais-là le régime des mollahs dont il considère qu'on ne peut pas avoir confiance en eux. Oui, mais comme ça a été dit, c'est fondamentalement des gesticulations du docteur Folamour Trump de politique intérieure. Je veux dire que période difficile, plus ou moins difficile, pas tant que ça pour lui, impeachment, mais l'impeachment est impossible. Enfin, c'est risqué, Jean, parce que quand même, les Américains n'ont pas envie de voir l'image de cercueils qui reviennent regardez aux États-Unis. L'histoire récente et plus ancienne des États-Unis, le réflexe nationaliste, ça sert toujours, surtout en campagne électorale, et on est en campagne électorale. En revanche, c'est vrai que c'est du docteur Folamour. Je veux dire que ça, on a un risque terrible. Et fondamentalement, je pense effectivement sur ce qui se passé en Iran, où on assistait incontestablement à une rébellion de toute une partie de la société contre le régime des mollahs. Et là, c'est donner une opportunité magnifique aux mollahs de ressouder le régime sur cette base islamiste. Et puis alors, c'est un jeu de domino dans tout le Moyen-Orient, parce que ça, évidemment, ça ressout toute une partie des courants les plus radicaux contre le grand Satan occidental. D'ailleurs, pas simplement contre les États-Unis, mais contre tous ceux qui sont considérés comme les alliés des États-Unis. Et là, il y a un risque, y compris pour le terrorisme international. C'est-à-dire qu'il y a des risques énormes, mais tout ça parce que, sur le plan de politique intérieure, Donald Trump... Et une fois de plus, ça renforce la main de Vladimir Poutine dans la région. Ce qui est assez fascinant aussi, la façon dont il a réinstallé la Russie, qui doit beaucoup à Donald Trump. Le troisième homme dont on parle, parce que je faisais une analogie entre trois hommes, Carlos Ghosn, qui fait aussi des coups de menton, mais qui, in fine, plie un peu. Donc c'est vrai qu'il s'est échappé du Japon d'une manière assez rocambolesque, on n'a pas trop de détails. Mais en tout cas, son argument, c'est celui-ci. C'était lors de sa conférence de presse, on écoute. Je n'ai pas fui la justice. J'ai échappé à l'injustice et à la persécution politique. J'ai subi plus de 400 jours de traitement inhumain dans un système conçu pour me briser et qui refuse de reconnaître mes droits élémentaires. Je n'avais pas le choix. C'était la décision la plus difficile de ma vie. Mais n'oublions pas que je faisais face à un système où le taux d'inculpation s'élève à 99,4%. Voilà, Jean-Marie, la presse française qui est plutôt assez magnanime avec Carlos Ghosn et qu'il considère pour quelques-uns comme un héros. Oui, parce qu'il y a un côté chapeau l'artiste, parce que quand même, le mode d'évasion, dans une malle, c'était une prise de risque absolument inouïe, parce que s'il avait été pris, il en prenait pour la perpétuité, ce qui était écrit. Mais moi, ce qui m'a de toute façon, comme il avait dit qu'il pensait qu'il mourrait en prison, oui. de toute façon, est-ce que... Moi, ce qui m'a frappé, c'est deux réactions. D'abord, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui a retrouvé au fond les réflexes de l'homme de gauche qu'il dit être, ou qu'il est sans doute,
et qui consiste à dire, voilà, il est absurde de faire... il le met dans le même... il est absurde de considérer que la justice doit être une justice de classe. Donc, s'il y a maltraitance de la part de la justice, elle est maltraitance pour un puissant comme elle est maltraitance pour un moins puissant. Et donc, au fond, il prend acte du fait que le système judiciaire nippon, à nos yeux en tout cas, n'est pas du tout respectueux des droits de la défense. Et à l'inverse, le secrétaire général de la CGT, qui lui dit attendez, moi j'ai travaillé chez Renault, et qui avec une certaine presque satisfaction ou content de voir un patron en prison, contentement de voir qu'un grand patron est en prison et va en prison. C'est deux réflexes très différents et qui sont au fond les deux réflexes qu'on peut avoir. On peut se dire c'était quand même un méchant patron et donc peut-être a-t-il transgressé la loi et ainsi de suite. Et puis d'autres qui considèrent davantage que... Mais cette opposition Mélenchon-Martinez m'a paru assez caractéristique. Tout à fait, parce que c'est très exactement ce qui avait divisé le mouvement social français au moment de l'affaire Dreyfus. Alors, Dieu sait que je pense que M. Ghosn n'est pas le capitaine Dreyfus, et je ne suis pas sûr qu'il soit victime de la même injustice qui avait été faite à Dreyfus. Mais à l'époque, dans le mouvement socialiste français, il y avait ceux qui considéraient que on n'avait pas à défendre le capitaine Dreyfus parce que c'était un bourgeois, comme Ghosn est un grand capitaliste, un grand capitaine d'industrie, et d'autres qui considéraient, y compris à gauche, comme Jaurès, qu'au nom de la justice, au nom des valeurs premières de la justice, il fallait défendre Dreyfus. Et on retrouve un petit peu ça dans les positions divergentes de Mélenchon, aujourd'hui Jaurès, et Martinez, plutôt Jules Guesde, qui était à l'époque contre la défense de Dreyfus. Et au niveau de la com, alors pour le coup, c'est éclatant. C'est magistral. En tout cas, d'Alméo, la patronne, la grande papesse elle de la communication. Elle n'est pas morte, Alméo, finalement, parce qu'on serait dit avec Fillon, avec l'échec de François Fillon, quand même, c'est quand même elle qui était en coulisses. L'échec de la stratégie cuisant, mais non, finalement, on fait encore appel à elle dans les cas de crise. Oui, bien sûr que c'est la papesse de la com. D'ailleurs, on l'a vu sur toutes les images. Et ce qui est fou, c'est cette unanimité médiatique, en fait. On accepte tout, on accepte toutes les règles, on accepte d'être trié sur le volet par Carlos Ghosn. C'est vrai, c'est le travail d'Alméo. C'est le travail d'Alméo. Mais oui, mais enfin, peut-être que les journalistes ont peut-être aussi de libre arbitre à avoir. Chacun est libre. Voilà, Alméo peut-être est efficace, mais enfin, peut-être que les journalistes, les journalistes courent parce que on adore tellement le storytelling et ce storytelling nous arrive. Mais finalement, personne ne le questionne sur la légitimité de son action. Enfin, est-il au-dessus des lois, cet homme? Pourquoi? On est tous là à courir. Il fait une conférence de presse. C'est exceptionnel. Ça n'est jamais arrivé. C'est exceptionnel. Il fait une conférence de presse. Ça devient un événement mondial. Mais c'est quand même un évadé. Enfin, et on est tous là à lui tendre le micro en disant savoir. En même temps, il y a un côté xénophobe. Il y a un côté authentiquement xénophobe dans la justice et les procédures japonaises qui font que le patron de l'entreprise électrique de Fukushima n'a jamais été inquiété au Japon. Jamais. Carlos Ghosn, lui, l'est pour les histoires Nissan avec un truc qui est assez subtil parce que ça consiste à lui reprocher de ne pas avoir déclaré des revenus futurs. Je suis d'accord, mais au plan symbolique, au plan symbolique, Virginie, parce que c'est ça le sujet. Je n'ai pas de vision romanesque de cette affaire. Carlos Ghosn se situe non pas du tout comme un justicier ordinaire, mais qu'un justicier extraordinaire qui peut choisir le système de justice devant lequel il doit répondre. Première chose. Deuxièmement, les conditions de son évasion. Pardonnez-moi, elles conduisent à relativiser l'inhumanité, la dureté dont il aurait fait preuve, puisque finalement il a réussi à s'évader sans trop de difficultés. Et troisième question, il se retrouve au Liban, mais c'est un évadé qui a fui la justice japonaise qui a des griefs contre lui, et des griefs apparemment sérieux, qui se retrouve au Liban, Liban qui a d'ailleurs déclaré qu'il ne pourrait pas sortir du Liban. Donc finalement, il est prisonnier au Liban, c'est un fugitif qui a choisi de s'évader. Il n'y a pas de vision, je trouve, très attendrissante à avoir expliquer qu'il se débrouille très bien, qu'il avait envie de se défendre et qu'il ne pense qu'à se défendre, probablement, mais sa défense, dans le fond, elle est fragile, parce que quand on est traîner devant la justice dans un pays de droit, pardonnez-moi, c'est un pays de droit, le Japon. Donc aujourd'hui... Non, c'est pas le même système que le nôtre. Bien sûr que non, c'est une démocratie. Ce qui n'empêche que c'est un pays de droit, Jean-Marie. Bien sûr que c'est pas le même système que le nôtre. Franchement, vous avez tout ce que vous dites est très bien, mais vous non, je ne cherche pas à ce que ça soit bien. Mais vous avez sûrement été choqué par les conditions de départ, les conditions d'emprisonnement pour un homme privé de ses médicaments, soumis à un éclairage diurne quotidien. C'est pas le seul, il le dit d'ailleurs. Il le dit, voilà, c'était totalement
totalement indulgence-là, mais- disproportionné avec ce Mais qui est Jean, est-ce fait. que il y a Moi, je n'ai pas cette indulgence. Non, moi non mais... il y a le côté les méchants japonais, c'est le pont de la rivière Kwai finalement. Oui, il y a quand même aussi ce préjugé défavorable des Occidentaux face à toute la mythologie. Le qui méchant. entoure D'ailleurs, il le parle de Japon. Pearl Harbor. Mais c'est mythologie Ce qui, quand contre même, mythologie, voilà. parce qu'en même temps, lui aussi, il incarne quelque chose pour lequel, là aussi, nous avons un préjugé peut-être négatif. Ce qui m'épate dans cette affaire, c'est à quel point, finalement, le fond de l'affaire, c'est-à-dire ce qui lui est reproché, Voilà. et qui nous intéresserait quand même, parce qu'on Oui. voudrait savoir exactement s'il est victime d'une opération de mise à l'écart de la part des dirigeants japonais, du groupe, etc., parce que ses choix stratégiques ne leur correspondaient pas. Tout ça est éclipsé totalement par le côté, justement, un peu romanesque de sa fuite. Ah, et le par... storytelling. Parce que Parce que dans ça, le justement, fond, Il y a quand même d'abus de là-dessus, on attend- confiance là-dessus, on attend aggravés les et de preuves. fraude. On attend les preuves. Alors oui, parce qu'il y a... Là-dessus, on attend les preuves. Et je vous rappelle il n'a qu'il y a rien une- apporté comme Je preuve, vous rappelle apparemment, qu'il y a hier. une enquête ouverte en France, donc Oui. on verra bien ce que donnera l'enquête. Et au Liban, ouverte. maintenant. Et hier, ça n'a servi qu'à laver en fait son image. Non, il a vu C'était le une procureur, mais réhabilitation pour l'instant, médiatique. Il a vu le procureur, il a été auditionné convoqué. par le procureur, oui. Voilà, et on verra si la justice libanaise considère qu'il Ouais. faut un procès. En tout cas, la France n'a pas demandé. La France a dit que évidemment. s'il arrivait en France, elle ne l'extraderait Voilà, pas. donc c'était plus simple qu'il aille au Liban, parce que ça aurait fâché peut-être avec les Japonais. En tout cas, dans cette affaire, il y a quand même, on le verra s'il y a un procès un jour, en tout cas, est-ce qu'il a piqué dans la caisse ou quoi? En tout cas, il y a un problème d'éthique. Puisque sur l'histoire du château de Versailles, quand même, il y a au moins une question d'éthique et de moralité avant peut-être de problèmes. C'est peut-être est-ce plus qu'il y a des eu- problèmes de comportement. Voilà, c'est ça. Et j'allais dire, au-delà de Carlos Ghosn, des hommes de pouvoir qui sont en politique. On l'a vu dans plein d'affaires ces viennent derniers déconnecter un temps, peu, ou dans le monde économique. Je pense qu'à partir d'un certain niveau de pouvoir, peut-être Et même à un niveau assez bas, il y a des libertés qui sont prises avec la règle, avec Oui. l'éthique, justement. D'où ce show Mais médiatique d'ailleurs, hein, Carlos parce Ghosn, que il ça encourt c'est le une risque, déconnexion. il encourt le ouais, risque, il est présumé innocent, il encourt le risque, faute d'avoir accepté les termes d'un procès contradictoire, d'être à vie présumé coupable. Et ça, c'est Mais un il y aura risque qui n'est peut-être un pas procès minime. au Liban. hein. Bah non, Ouais. il a fait son procès Non, médiatique il y aura là, un procès puisque au donc Liban. il n'est pas coupable. Allez, on laisse la parole à Véronique Reissoul pour la chronique sur les réseaux. Bonjour Véronique. Alors on va aller, on repasse quelques minutes sur les retraites parce que bon, on peut pas ne pas se demander ce que on a cité votre sondage. Tout à fait. En fait, on va parler de Donald Trump, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, donc on va revenir sur On vous a Donald mangé Trump. du temps. Oui, c'est pas Je grave. suis désolée. C'est pas de ma Sur faute. Donald Trump, parce que c'était quand même difficile. Vous l'avez dit, c'est le champion de la... Peut-être même a-t-il inventé cette catégorie, je crois, la ouais. tweetodiplomatie. Figurez-vous que, juste sur la dernière semaine, plus de 41 millions de messages sur simplement, non pas Trump, mais simplement cette intervention, ce sujet, Trump, l'Iran et Soleimani. Donc on peut dire qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Évidemment, on en a plus parlé aux États-Unis, 64% des messages sont aux États-Unis, mais on en a parlé dans le monde entier. Et pour résumer, je vous ai fait un nuage de mots, parce que comme c'est dans plein de langues, finalement, l'espéranto, nouvelle génération, ça va nous faire gagner du temps. Figurez-vous que quand on fait un nuage de mots sur M. Trump, en règle générale, vous avez le petit personnage mort de rire qui sort toujours parce que c'est une façon de dire que ce qu'il dit n'est pas sérieux. Eh bien, figurez-vous que là, vous le voyez peut-être, mais il est en tout petit. Il n'a pas fait rire. Et non seulement il n'a pas fait rire, mais en fait, aux États-Unis, les messages sont plutôt positifs, y compris des démocrates, y compris des internautes qui habituellement sont contre lui. Ils ont trouvé qu'il avait une posture d'un homme fort. Ils ont trouvé que son intervention d'hier, la mise en scène, était justifiée, qu'elle lui donnait une stature. Ils ont trouvé aussi qu'il temporisait, qu'il tendait la main aux Iraniens hier dans son propos, et ils l'ont salué. Même Bernie Sanders l'a salué. Donc, globalement, on va dire qu'il y a une forme d'unanimité autour de ça. Et donc, la vision que l'on a, nous, n'est pas forcément la même aux États-Unis. Et quand on regarde aussi comment ça se passe dans les pays plus concernés directement, eh bien, vous avez des messages qui sont plus effrayés. Pas forcément. Alors au début, c'était beaucoup d'appels à la vengeance et beaucoup de colère. Aujourd'hui, c'est beaucoup de peur. Quand on regarde les messages, en particulier, qui sortent du Liban
ou du Yémen, les gens ont peur, font appel aux uns et aux autres, et en particulier à la raison au monde des Américains, à la raison appelle l'OTAN en disant que l'OTAN ne servira pas à grand-chose, et donc ça résonne avec les messages de M. Trump. Donc globalement, les internautes ont beaucoup parlé du sujet et de façon très différente, et finalement, cette fois-ci, ça ne fait pas tellement rire. Alors, un sujet plus souriant peut-être sur Internet qui mobilise les esprits. Alors en fait, plus souriant, c'était Carlos Ghosn dont j'allais vous parler. Je pense que vous avez le... Moi, je suis perdue là parce que comment... Voilà, écoutez, allez-y. Carlos Ghosn, allez-y, si on a le temps. Carlos Ghosn, vous en avez parlé. Alors la question, c'est est-ce que ça a mobilisé autant que ça finalement, parce que quelquefois il y a une petite dichotomie quand même entre les médias et les internautes. Le Figaro, ça n'a pas passionné les gens parce que c'est beaucoup, 121 000 messages, mais pour autant de médias, c'est pas tant que ça. C'est pas énorme. Que 42%, Comment vous 42% en France. Globalement, je vous ai fait Emoji et nuage de mots. Emoji vous raconte, voilà, le point rouge dit non pas Japon, on pourrait croire, mais ça veut dire c'est important. Et globalement, vous avez 3 personnages qui sortent. Un, des mains qui applaudissent sur la forme en disant belle prestation. Les internautes ont dit belle prestation de communication, rien à dire, ils parlent bien les gars, ils parlent bien. Ensuite, il y a un personnage mort de rire qui dit bon, ok, très bien, super, enfin le fond, c'est pas ça. Et puis, personnage effrayé qui dit en fait, on ne parle pas du vrai sujet. Et là encore, quand je vous dis qu'il y a une petite dichotomie de temps en temps, on ne peut pas dire que, et quand on regarde le nuage de mots, c'est encore plus flagrant, on ne peut pas dire que la prestation, même si on a salué la forme, dans le fond, est plus. En gros, cette histoire de complot, il n'y a pas beaucoup d'internautes qui suivent le sujet. Ils ont retenu la fuite, ils ont retenu l'enrichissement, ils ont retenu que tout ça est fallacieux, ils ont trouvé que c'était des mensonges, ils ont retenu la cavale. La punchline sur Pearl Harbor, très bien perçu, ça aussi. Pas très bien perçu. Non, non. Et la communication en d'autres pays, ça aurait été un point Goldwyn. Donc en fait, la fascination de la presse n'est pas tout à fait raccord. Pas du tout. Arrogant, vous avez remarqué, il est arrogant. Arrogant. Bien sûr, au plan symbolique, pour moi, c'est désastreux. C'est la fracture des nantis qui sont au-dessus de tout et des autres. Donc, vraiment, je trouve qu'après, peut-être peu de messages, donc on peut dire que pas... dans le fond, ça ne passionne pas les gens. Et ceux qui ont suivi ont trouvé vraiment que la forme était bien, mais bon, voilà, ils n'avaient pas forcément envie de voilà. Si l'idée, c'était de convaincre le fait qu'il était une victime, ça n'a pas marché. Bon, voilà. Voilà, qui est dit. C'est dit. Donc, on va parler de la famille royale. Alors, cette fois-ci, on parle de quelque chose beaucoup plus léger. Mais c'est rien, j'attends que vous me parliez de Meghan. Et alors, on va le faire super vite, mais franchement, c'est un vrai sujet. Enfin, je m'en fous, mais bon, vous savez quoi ? Je pense que tout le monde ici, on n'est pas bouleversé par ce Mexit qui a été lancé par c'est une Meghan. affaire très sérieuse parce qu'elle est regardez les chiffres. Le Brexit. Fascinant. Sur les 5 premières heures, juste les 5 premières heures, on a 391 800 messages. Et vous savez à combien on est là maintenant ? 1 million entre 19h et minuit. 3 fois plus que 1,5 million. Voilà. Un truc de dingue, on en parle partout. Parce qu'ils ont... Alors, attention, je voudrais qu'on parle... Il y a 2 camps. C'est vraiment important. Alors, il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors, ceux qui sont contre, ils se font insulter sur les réseaux sociaux. Je vous prends ce journaliste Piers Morgan qui a tweeté un message qu'on vous a traduit qui est « Les gens disent que je suis trop critique envers Meghan, mais elle a quand même laissé tomber sa famille, son père, la plupart de ses vieux amis, a séparé Harry de William, et maintenant elle la sépare de la famille royale. Enfin, c'est terrible. C'est horrible. » Ce message a quand même été repris. Elle est métisse américaine, elle fait le coupable. Et de l'autre côté, vous avez le camp des pour. Alors vous avez plus de 50 000 reprises sur ce message qui dit « Je suis fière de Meghan qui yoko-onise la famille royale ». Donc voilà, donc je vous ai pris ces 2-là parce que c'est les plus repris. Mais globalement, c'est un vrai sujet très important. On en parle évidemment beaucoup plus en Angleterre qu'ailleurs. Oui, parce que c'était le jour du vote... où les députés étaient censés valider le Brexit, et ça a complètement éclipsé le Brexit. On aurait bien Mexit, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Voilà. Le prochain séance. Et le Mexit est d'ailleurs le titre d'un journal anglais. Oui, c'est ça. Voilà. C'est aujourd'hui le vote du Brexit, pardon. C'est aujourd'hui, mais on en a moins parlé. La semaine prochaine, hier. on consacrera toute l'émission. Je pense. À Meghan et à la couronne britannique. Voilà, mais là pour l'instant, il faut se quitter. Voilà. Merci. Il est temps. Merci à vous. Merci à Charlotte Rien-Tomaka d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. À très vite. Merci. Actuel, le magazine de celles qui font la une de l'actualité internationale. Femmes d'influence, militants des droits humains ou victimes de discrimination. De Paris à New Delhi, de Washington à Tunis,
Chaque semaine, Actuel met en valeur des femmes qui, au quotidien, s'engagent pour faire bouger un monde largement dominé par les hommes. Actuel, présenté par Virginie Hertz, à voir sur France 24 et france24.com. La grande mosquée de Dioula-Soba, les ruelles animées du centre historique de Sia, ou encore la gare ferroviaire. Perle touristique à l'ouest du Burkina Faso, Bobo Dioulasso accueillait chaque année des milliers de voyageurs attirés par ses richesses culturelles et architecturales, mais aussi par son positionnement géographique à la croisée des chemins de la Côte d'Ivoire et du Mali. Mais depuis quelques années, les touristes se font rares. Avant, pendant les périodes de vacances là, nous on pouvait voir centaines de touristes ici chaque jour. Mais maintenant là, pour avoir un touriste là, tu peux faire une semaine et 2 semaines avant d'avoir les touristes. Si les touristes délaissent la deuxième ville du pays, c'est en raison de la situation sécuritaire qui s'est fortement dégradée depuis 2015. Les attaques djihadistes incessantes au nord et à l'est du Burkina Faso ont fait plus de 600 morts. Bien que Bobo n'ait jamais été touché, l'ouest a déjà été attaqué et un couple italo-canadien a disparu sur la route entre Bobo et Ouagadougou, la capitale. Une grande partie du pays est aujourd'hui déconseillée par plusieurs chancelleries occidentales. Un manque à gagner considérable pour les habitants qui vivaient du tourisme. Et moi, je fais uniquement que des batiks, je ne fais pas d'autres travail. Mais comme il n'y a pas de touristes, je suis obligé d'aller aider des gens à faire un peu de maçonnerie pour pouvoir gagner mes popotes et pouvoir avoir des médicaments pour les enfants et moi-même. Comme Bissiri et beaucoup de commerçants et hôteliers, Benjamin Ouedraogo a trouvé une deuxième activité dans la construction pour compenser les pertes liées à la chute du tourisme et ne pas mettre la clé sous la porte. On a tout perdu. En toute sincérité, la priorité, c'est d'abord les salaires des personnels. Bon, ensuite, les impôts et taxes. On ne peut même pas couvrir tous les impôts et taxes. S'adapter en attendant le retour des touristes. S'il n'existe pas de statistiques précises pour Bobo Dioulasso, les professionnels du tourisme estiment à 2/3 les pertes dans ce secteur. Aider chacun à voir et à écouter tout ce qui est à voir et à écouter. Écoutez voir, optique et audition mutualiste.